Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir Edwige Grenier, responsable mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schweller. Et nous demanderons ensemble comment les artistes peuvent s'intégrer dans le marché de l'art et ce notamment via une formation mise en avant donc par la Fondation Bettencourt-Schweller. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts ou en tout cas à votre capacité à défiscaliser alors que vous venez tous effectivement de clôturer votre déclaration d'impôt 2022. Nous demanderons à Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris, comment peut-on défiscaliser avec de l'immobilier. Voilà, autant de sujets que nous allons traiter dans un instant dans Smart Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art tous les vendredis dans Smart Patrimoine, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va faire un petit panorama des actualités du monde de l'art cette semaine et on commence avec un guide pour les bourses et les prix. Exactement, donc je ne commence pas avec une œuvre d'art, mais un conseil de lecture. C'est le Centre national des arts plastiques, le CNAP, qui a publié un guide pratique intitulé 225 bourses et prix pour les artistes et les auteurs des arts plastiques. En fait, ce guide a pour destination d'aider les professionnels de l'art à se repérer dans toutes les différentes formes de valorisation et d'aide pour la création qui est vraiment foisonnante depuis les 10 dernières années. Eux-mêmes l'analyse, il y a une forte émergence d'acteurs privés depuis 10 ans, en plus d'un soutien public qui est quand même majoritaire. Et puis ils analysent aussi les différents prix et bourses. Pour eux, l'attention est particulièrement portée pour soutenir la parité et la diversité, mais aussi les spécificités des territoires, donc tout ce qui est scène locale. Et puis dans ce petit guide, il y a aussi une interview de plusieurs structures d'accompagnement qui détaillent donc comment ils font pour soutenir l'action des artistes. Tout cela est publié et puis vous pouvez aussi retrouver une version en ligne en ce moment même. Deuxième actualité de cette semaine, Sybille, on continue un feuilleton qu'on avait commencé ensemble la semaine dernière. Vous nous aviez parlé d'un scandale de trafic d'antiquités qui impliquait le Louvre. Et alors, quelle est l'avancée qu'on peut en tirer cette semaine, Sybille ? Oui, alors le ministère de la Culture s'est exprimé. Plusieurs communiqués ont été publiés, notamment un qui indique que dans l'attente d'une clarification de sa situation juridique, le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et le ministère de la Culture ont décidé de la mise en retrait à titre conservatoire de M. Jean-Luc Martinez, donc l'ancien directeur du Louvre, qui aujourd'hui occupé le poste d'ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. Donc le ministère de la Culture s'est exprimé. Il y a d'autres choses également à retenir sur ce feuilleton. Moi, je vais appeler ça un feuilleton. On va voir si on en parle toutes les semaines ou non. La ministre Rima Abdul-Malak a aussi mis en place une mission pour faire le point sur les procédures applicables en la matière. Donc déjà, elle précise que le Louvre à Abu Dhabi ne sera en aucun cas remis en question avec cette affaire en cours. Mais elle remarque qu'il y a une menace de plus en plus complexe, sophistiquée pour déjouer la provenance de biens culturels. Et donc une mission est mise en place pour faire le point sur le cadre juridique, les procédures d'acquisition et aussi leur mise en œuvre, que ce soit à l'époque des faits et aujourd'hui. Donc 3 personnes ont été nommées et elles doivent rendre leurs recommandations d'ici cet été. Alors ce qui est amusant dans ces actualités du monde de l'art, semaine après semaine, c'est qu'on parle autant d'art que de juridique finalement. Et là encore, on va parler de juridique puisqu'une bataille juridique prend fin autour des œuvres, enfin en tout cas de certaines œuvres d'Egon Schiele. Exactement. Sybille. Alors c'est 7 ans de bataille juridique qui prennent fin autour de 2 œuvres de ce peintre autrichien. Ces œuvres-là ont été spoliées par les nazis, donc 2 aquarelles, femmes cachant son visage et femmes au tablier noir. C'est le New York Post qui raconte cette histoire. Donc 2 héritiers de ces œuvres qui sont donc désormais les propriétaires. Alors ils s'appellent Timothy Reif et David Frankel.
Ils ont poursuivi un marchand londonien qui s'intitule Richard Nagy en 2015 pour récupérer les peintures. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le litige entre les héritiers et le marchand? Ils ont fait valoir que leur ancêtre était une victime autrichienne de l'Holocauste, alors qu'il s'appelle Fritz Grünbaum. Et Fritz Grünbaum a été contraint de remettre les œuvres et d'ailleurs tout le reste de sa collection qui valait à peu près 5 millions de dollars aux nazis. Grünbaum était un artiste de cabaret juif et qui est décédé ensuite en camp de concentration. Ses héritiers ont porté plainte parce que les œuvres de Schiele ont été retrouvées entre les mains de ce marchand des années plus tard et puis surtout elles étaient mises en vente. Et donc un juge de Manhattan a donné raison aux héritiers en 2018. Mais voilà, il y a eu le marchand a fait appel et finalement c'est la Cour d'appel de New York qui a rejeté la candidature du marchand la semaine dernière, mettant fin à toute cette histoire. Les œuvres pourront donc être vendues et ce sera fait au marteau de Christie's en automne prochain. Et les œuvres sont tout de même estimées, alors combinées, à 3,4 millions de dollars. On comprend effectivement qu'il y ait effectivement quelques batailles juridiques. Voilà, donc un feuilleton qui se termine, d'autres qui sont toujours en cours et qu'on pourra suivre ensemble les prochaines semaines. Merci beaucoup, Sybille Aoudjan, pour ces actualités. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble donc, sur le plateau de Smart Patrimoine Edwige Grenier. Bonjour Edwige Grenier. Bonjour. Vous êtes responsable mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schweller et on va essayer de comprendre ensemble alors, comment les artistes peuvent s'intégrer dans le marché de l'art? Alors, dit comme ça peut paraître effectivement un petit peu absurde, puisque les artistes sont partie intégrante du marché de l'art, mais c'est le mot marché qui nous intéressait, et notamment parce que la Fondation Bettencourt-Schweller a créé une formation pour aider finalement les artistes à se mettre en avant, pour vendre, j'imagine, leurs œuvres, mais surtout à exister vis-à-vis de ceux qui peuvent être intéressés par leurs œuvres. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de créer une formation, d'aller au-delà finalement de ce qu'on peut attendre d'un artiste, à savoir créer, mais se mettre en avant sur les réseaux sociaux, réfléchir à potentiellement la valorisation de leurs biens? Pourquoi est-ce que c'était important de les accompagner là-dessus? Alors, nous, la Fondation Bettencourt aide les artisans d'art plus que les artistes. Ceci dit, la démarche pourrait être la même. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le petit guide que vous avez mentionné est très très bien et le prix de la Fondation est dedans. Mais c'est très utile comme outil pour les artistes et artisans d'art. Donc, en fait, le secteur des métiers d'art représente 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont à peu près 8 milliards à l'export. Dans le contexte de la crise sanitaire, ils ont eu beaucoup de mal à rencontrer leurs clients puisqu'il n'y avait plus de marché, de salon, comme vous le savez. Là, il y a le salon Révélation en ce moment qui vient d'ouvrir avant-hier, mais qui n'a pas eu lieu depuis 3 ans. Donc, les artisans d'art ne pouvaient plus rencontrer leurs clients. Parce que ça passait forcément par des salons ou des rencontres physiques avant effectivement cette période de pandémie. Oui, essentiellement. Notamment pour l'artisanat d'art, qui est quand même un art qu'on a essentiellement, ou pour l'art, par les galeries, mais donc essentiellement quand même par les salons ou les marchés. Et parallèlement, pendant les différents confinements, la vente en ligne s'est considérablement développée. Oui. Donc, nous, on s'est dit, on va aider les artisans d'art à aller rencontrer leurs clients via les outils numériques, les réseaux sociaux et la vente en ligne, puisque finalement, c'est un outil qui s'est extrêmement développé et qui est utilisable par tout le monde et qui est même un outil pour l'artiste ou l'artisan d'art qui n'existait pas avant et qui lui permet maintenant d'aller attraper un client de façon beaucoup plus facile. Donc effectivement, nous, Fondation, on s'est dit, tiens, on va aller voir des professionnels de ce domaine-là et on va construire avec eux une formation dédiée aux artisans d'art. Et juste avant de détailler vraiment ce qui constitue la formation, qu'est-ce que ça veut dire en fait intégrer le marché de l'art, rencontrer le marché de l'art pour un artiste? Là, c'est directement attraper son client. C'est juste une relation via les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, et pour certains, pouvoir créer leur site internet ou un compte Shopify et donc se mettre à vendre en direct. Donc se professionnaliser quelque part, parce qu'en fait, ils se transforment en marchands. C'est un peu l'idée de la formation, ou en tout cas, ça répond aux besoins qu'ils ont de se transformer en marchands. Marchands, comme je le disais, ils vont peut-être pas tous vendre en direct. En tout cas, c'est se transformer effectivement en
communicants. D'accord. Mm. Ouais. Et ça, c'est intéressant comme démarche parce que l'artisan ou l'artiste peut se dire mais communiquer, c'est un mauvais mot, ils ont des freins Oui. par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est indispensable pour un créateur finalement de savoir communiquer, de savoir vendre un peu, de savoir compter, de savoir... Enfin, on peut plus simplement créer, on doit être un peu multitâche. C'est pour ça d'ailleurs que indépendamment, nous, de la formation qu'on a mis en place dans ce domaine-là, les écoles spécialisées ou les écoles artistiques créent aussi des formations beaucoup plus transversales. C'est indispensable aujourd'hui. Donc il faut quand même que l'artiste ou l'artisan ait une casquette qui lui permette de lui-même savoir gérer d'une certaine manière sa carrière ou sa progression d'artiste. Oui. Et de toute façon, la nouvelle génération d'artisans, elle connaît déjà ça, elle connaît déjà ces outils. Elle est née avec et elle a bien compris que c'était indispensable. Quand on voit que, comme je vous le disais, quasiment 50% du marché des artisans d'art, il est à l'export, évidemment, les réseaux sociaux, ça me paraît indispensable comme outil pour aller attraper un client en Amérique du Nord ou en Asie. Donc alors du coup, est-ce qu'on va revenir sur la base, Le détail de la formation. le détail de la formation, est-ce que vous venez nous expliquer ce que vous apportez comme connaissances? Alors, Qu'est-ce qu'on y apprend? on y apprend. Déjà, avant de vous dire ce qu'on y apprend, on a vraiment pris le temps avec le prestataire qu'on a identifié de construire une formation sur mesure. Parce que là, on était avec quelqu'un qui connaissait les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et les formations. Parce qu'elle est en ligne, hein, cette formation, il faut le rappeler. Oui, bien Voilà. sûr. Mais qui ne connaissait pas le milieu de l'artisanat d'art. Donc nous, on a construit avec ce prestataire pendant 4 mois une formation sur mesure, aussi avec l'aide d'artisans, en interrogeant, en fait. voilà, en interrogeant, en voulant savoir vraiment de quoi ils avaient besoin. Donc nous, on s'est appuyé sur nous, Fondation Bettencourt, on s'est appuyé sur notre réseau d'artisans qui sont prioritairement les lauréats de notre prix pour l'intelligence de la main au départ, puisqu'on avait quand même une centaine d'artisans sous la main. Bien sûr. Et donc on a pris 4 mois à construire cette formation et ensuite on a commencé. La formation s'est tenue là de janvier à mai. Donc effectivement, c'était une formation en ligne avec des webinaires, du coaching, une plateforme de replay pour former donc les artisans d'art à Instagram, à Facebook, à LinkedIn, à Shopify, à comment écrire une newsletter, comment gérer un CRM, voilà, vraiment comment disposer de tous les outils pour pouvoir communiquer et éventuellement vendre. Voire même faire du marketing, puisque newsletter, CRM, c'est des outils marketing. Exactement. Oui. Et c'est là où c'était pas forcément évident, parce que comme je disais, les artisans d'art pouvaient avoir un frein, et on pense que communiquer, c'est un mot, un gros mot, entre guillemets, pour l'art. Alors que finalement, il n'y a pas plus instagrammable qu'une photo d'atelier d'artisans d'art, et qu'il fallait un peu leur apprendre qu'ils peuvent être une marque et se considérer comme une marque, et que c'est plutôt même valorisant pour eux de se considérer comme ça. Et donc là, la formation s'est terminée. Mais maintenant, nous, l'idée, c'est de mesurer un peu l'impact de cette formation auprès d'eux. Combien de personnes actuellement qui ont suivi cette formation? Là, il y en a à peu près 75, plus tous ceux qui ont été... 75 qui avaient tous gagné le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Voilà. D'accord. Plus tous ceux qui ont pu aussi accéder à la plateforme en ligne sans forcément suivre les webinaires. Et donc, ce qui nous importe aujourd'hui, ce qui nous importait, c'était qu'on leur donne les clés, mais après qu'ils soient autonomes. Oui. Donc là, on va suivre encore un peu pour vérifier justement qu'ils sont bien autonomes. Et c'était tout un travail de formation finalement des artisans, mais aussi de formation du prestataire qui a construit cette formation. Et là, tout au long des mois qui se sont passés, on a réajusté, on a rajouté des podcasts qu'on n'avait pas prévus. Enfin voilà, on a vraiment essayé de faire du sur-mesure pour, au final, avoir une formation après clé en main qu'on pourrait éventuellement diffuser et dupliquer plus largement. Auprès d'artisans, mais aussi d'artistes, ou c'est pas prévu? Là, c'est vraiment artisanat d'art.
En fait, écoutez, on est en train d'y réfléchir parce que, vous voyez, l'autre domaine d'action de la Fondation, c'est le chant choral. Et en fait, on se dit que cette formation, elle pourrait être utilisée par les chœurs professionnels. Enfin, on n'en est qu'au début, mais a priori, oui, c'est utilisable par beaucoup de créateurs, quels qu'ils soient. Après, il faut adapter quelques données, mais à la marge. Et après, vous avez déjà un premier bilan de cette promotion. Est-ce que vous en avez tiré certaines conclusions? Est-ce que vous avez suivi certains profils qui vraiment... il y a un avant-après il y a un avant et un après. Il y a des artisans d'art qui n'étaient sur aucun réseau social et qui sont devenus des pros de LinkedIn ou justement, Instagram. il nous reste quelques secondes. Moi, ça m'intéresse que autant Instagram, ça paraît assez évident. LinkedIn, pour moi, c'est le réseau social du monde professionnel. On y parle de stratégie, de finance, de marketing, mais d'artisanat d'art, j'ai du mal à l'imaginer. C'est vraiment un vecteur de communication aujourd'hui pour l'artisanat d'art? Eh bien, oui. Moi, je l'ai découvert comme vous. J'aurais pu se penser à Instagram, mais je pense à un de nos lauréats qui est gaufreur et qui travaille beaucoup pour les maisons de luxe, qui s'appelle Laurent Nog, vous pourrez regarder. Il a un compte LinkedIn où il est très présent sur LinkedIn, où je pense à aussi une association qu'on a soutenue qui s'appelle Make Ici, qui est très présente. Alors là, c'est un peu plus pour du lobbying aussi, mais oui. Ça marche aussi sur LinkedIn. Oui. Merci beaucoup Edwige Grenier d'être venue nous détailler du coup cette formation. Elle a un nom d'ailleurs, cette formation ou Non. Non, elle a donc une formation. Oui, voilà, c'est une bonne idée. Donc cette formation proposée par la Fondation Bettencourt-Schweller, et vous êtes vous-même responsable mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schweller. Merci beaucoup. Merci. Merci Sybille Aoudjan également pour l'art à la une tous les vendredis dans Smart Patrimoine, donc journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts, ou plutôt à une des manières d'en payer un petit peu moins, puisque la période de déclaration d'impôts se termine. Vous trouvez que vous en payez trop et nous allons nous demander ensemble comment défiscaliser. Des solutions existent, et notamment en immobilier. Alors attention, autant vous prévenir tout de suite, on va ici faire de la pédagogie pour vous éviter de signer trop rapidement pour un achat qui vous proposerait monts et merveilles, comme on peut le voir sur de nombreuses publicités en ligne. Des dispositifs fiscaux existent, ça ne veut pas dire qu'ils se révèlent tout le temps gagnants, mais pour autant, ça peut être un bon moyen de défiscaliser tout en investissant dans la pierre. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris. Bonjour Léa Salem. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc on va se demander comment défiscaliser en investissant dans l'immobilier, et on va mettre évidemment tous les warnings nécessaires pour que cela se fasse de manière connue, accompagnée et surtout saine. Si on veut défiscaliser, la période est tout à fait propice puisqu'on vient de finir de déclarer ses impôts, toutes les régions de France l'ont fait. On peut trouver qu'on en paye un petit peu trop, et c'est peut-être le moment où on réfléchit à des moyens de payer un petit peu moins. On peut investir en immobilier. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent et réduire son imposition. Il y a plusieurs dispositifs dont on va parler. Si on parle peut-être du plus connu, ou en tout cas de la façon la plus simple de le faire, on dirait quoi? C'est le Pinel qu'il faut mentionner dans un premier temps ou pas forcément? Aujourd'hui, le Pinel est une des lois qui est les plus marketées. Donc, une loi qui parle à pas mal de monde. Pour autant, il en existe aussi d'autres. Le Pinel, concrètement, aujourd'hui, c'est de l'achat, ce qu'on appelle en VFA, vente en état futur d'achèvement. D'accord, C'est-à-dire qu'on sur va plan. Exactement, on va acheter sur plan. Donc l'idée, évidemment, de ne pas se tromper. Et vous parliez ici de faire un investissement qui soit raisonné et non pas suivre de fausses publicités comme parfois on peut en trouver sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Depuis un mois, là, beaucoup. Qui n'a pas vu la vidéo sur Facebook, devenir rentier à 30 ans en défiscalisant avec 2500 € d'impôts? Voilà, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut un peu plus revenir à la réalité. Le tout aujourd'hui, quand on se lance dans un investissement en défiscalisation, c'est d'être bien accompagné. D'accord. Donc aujourd'hui, il est possible de défiscaliser via du Pinel. Peut-être revenir aujourd'hui sur les caractéristiques du Pinel. Bah oui, qu'est-ce que c'est? Oui, donc on achète sur plan. Exactement. Ouais. On achète sur plan un appartement dans la limite de 300 000 € par an. Cet appartement, on va défiscaliser 2% du montant qu'on investit. D'accord. Donc en l'occurrence, je prends un exemple, 200 000 €, on va pouvoir défiscaliser 4 000 € sur 6, 9 ou 12 ans. Donc 4 000 € par an? Par an, D'accord. exactement. Jusqu'à 9 ans, on est sur 2% de défiscalisation.
déduction de la 10e à la 12e année, on passe à 1%. D'accord. Donc l'arbitrage est à faire. Est-ce que c'est le plus pertinent de continuer jusque-là ou de passer sur une autre loi? En tout cas, cette loi-là est l'une des lois qui est les plus marketées. Elle est amenée à changer à partir de 2023 et davantage en 2024. Donc, quitte à prendre le coche de la défiscalisation, en tout cas sur cette loi-là, il faut le prendre sur ce dernier semestre 2022. Une question fiscale, pour le coup, quand on parle de défiscaliser, mettons 4 000 € dans l'exemple qu'on donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le montant d'impôt qu'on doit payer à la fin et enlever 4 000 € ou on va enlever 4 000 € de l'assiette taxable au début? Lorsqu'on avait fait un échange ensemble sur les façons de défiscaliser, il en existe 3. On avait évoqué le crédit d'impôt, la déduction ou la réduction d'impôt. Donc, pour revenir sur les principes de base, la déduction revient à déduire des sommes du revenu net imposable et de facto en fait baisser son revenu et donc l'impôt. Et la réduction, quant à elle, c'est soustraire des sommes directement de son imposition. Le Pinel entre dans le cadre de la réduction. Directement quand on parle de 4 000 € d'impôt en moins dans mon exemple, c'est bien 4 000 € des impôts qu'on a à payer à la fin de l'année. Bon alors là, j'ai envie de dire l'affiche est prometteuse. Je défiscalise, je suis propriétaire, j'ai acheté sur plan, en plus j'ai acheté du neuf, donc ça correspond à toutes les normes ou autres. Pour autant, il faut faire très attention, il ne faut pas acheter n'importe quoi et c'est là en fait où ça... Faut pas que ça devienne un cauchemar non plus, qu'on achète un bien qui soit complètement illiquide, donc qu'on ne puisse pas louer derrière, puisque c'est une des conditions. Il faut pouvoir le louer, ce bien. Il faut le mettre en location. Il y a plusieurs conditions qui existent aujourd'hui. Respecter un certain prix au mètre carré, respecter une zone qui soit tendue en termes de location, voilà, il y a différents cadres à cette loi-là. Oui, parce que le but de cette loi, c'est quand même de favoriser le logement des Français. Donc en fait, il faut aller proposer un logement là où il y a besoin de logement et le proposer à un coût accessible. Tout à fait. Et ça va avec ce que vous disiez. Aujourd'hui, le tout n'est pas de faire un investissement. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui combien de résultats Pinel sortent lorsqu'on tape Pinel sur Google. Si, beaucoup et très peu d'officiels. 21 500 000 résultats. D'accord, ah bah oui, j'étais pas allé jusque-là. Donc pour le coup, on est sur pas mal de résultats. Donc vous imaginez bien que dedans, il y a à boire et à manger. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se lancer, mais de se lancer avec les bons interlocuteurs. Aujourd'hui, typiquement, dans notre groupe, au sein de Quintessence, on a différentes filiales. Une filiale de gestion locative qui est là pour analyser le marché et les zones qui puissent être tendues en termes de location. Une filiale de courtage en financement, puisque vous évoquez le crédit. Le tout n'est pas d'investir, on achète quand même sur plan. Bien sûr, le but n'est pas de rembourser l'appartement avant même qu'il soit livré, mais d'avoir toutes les conditions qui soient également adéquates. Parce qu'en fait, on peut très bien, on est convaincu, on fait du Pinel, super, on a trouvé la bonne zone. Alors effectivement, déjà la zone, j'aimerais rester sur la zone parce qu'en fait, il faut aller dans une zone en tension, mais il faut aller dans une zone où le bien ne va pas perdre de valeur, où en fait, il va pas se retrouver complètement illiquide ou avec personne qui pourra le louer derrière. Et ça, déjà, c'est une première complexité. Le risque zéro n'existe pas. Donc déjà, les publicités mensongères à dire sans aucun risque, ce n'est pas possible. Pour autant, aujourd'hui, il faut avoir une expertise derrière. Donc, expertiser le marché immobilier, être dans une grande ville, ou en tout cas, aujourd'hui, on parle beaucoup de Paris, le Grand Paris, et pareil pour le Toulouse, Grand Toulouse. Eh bien, on va aller dans toutes ces villes montantes où les prix sont encore accessibles et qui, justement, ont des projets de transport, ont des projets d'aménagement, sont des zones, en tout cas, qui sont en plein développement. Donc, il faut aller dans des zones denses, finalement. Dans des zones denses ou dans des zones, en tout cas, qui sont amenées à fortement se développer. Il y a également des petites villes aujourd'hui qui peuvent être très pertinentes, mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment d'analyser son marché avant d'y aller et évidemment d'acheter au bon prix à la base. Et alors, justement, sur cette question financement, alors c'est pas tellement le sujet financement qui m'intéresse, mais moi, dans cette émission et dans d'autres, d'ailleurs, on entend très souvent des promoteurs immobiliers dire qu'ils ont tous les permis de construire, mais qu'ils n'arrivent plus à faire sortir les immeubles. Là, quand on achète sur plan, globalement, on achète des immeubles qui vont être construits. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut devenir un cauchemar si jamais j'ai acheté, j'ai payé, j'ai fait mon crédit, mais qu'en fait, l'immeuble ne sort jamais, l'appartement n'est jamais construit ou sera construit que dans 10 ans, alors que moi, je pensais défiscaliser dès l'année prochaine en louant cet appartement. Ouais. Donc déjà, on commence à défiscaliser à partir de la livraison de l'appartement. Ouais, donc c'est important de le savoir, ça. Exactement, à partir de la livraison et non pas à la mise en place du crédit, d'où l'importance de ne pas financer son appartement tant que le bien n'est pas sorti de terre. Mais pour le coup, lorsqu'on commence et qu'on fait un investissement avec un promoteur, évidemment, il faut regarder les garanties. Est-ce que le promoteur a une GFA, une garantie financière d'achèvement, une garantie de parfait achèvement? Est-ce que ces dernières réalisations étaient qualitatives? Est-ce qu'elles ont été livrées en temps et en heure? Tout ça, c'est des choses qu'il est
compliqué, je dirais, de vérifier lorsqu'on est tout seul et qu'on se lance sans connaître vraiment les tenants et les aboutissants du marché. Mais derrière, quand on a une force de vente, quand on a une force de conseil et quand on a fait, nous, le groupe Quintessence existe depuis 2009, donc derrière, il faut évidemment passer par des interlocuteurs qui connaissent bien le marché. Alors, on pourrait en parler des heures du Pinel, mais il y a d'autres façons de défiscaliser. Un mot peut-être rapide sur le LMNP. Alors, le LMNP, c'est loueur meublé non professionnel. On achète un bien, on le met en location, ça ne dépasse pas un certain montant, qui est de quoi, de 23 000 €, c'est ça, quelque chose comme ça? Alors, vous avez deux statuts déjà du LMNP. Vous avez le statut amortissable et le statut sans cibouvard. Loueur meublé non professionnel, donc déjà, on est bien souvent sur de la résidence de service. Donc, le LMNP amortissable, on n'est pas vraiment sur de la défiscalisation sur ces revenus existants, puisque l'idée, c'est de se générer du revenu complémentaire exonéré au niveau des impôts. D'accord. Parce que ça, c'est une autre question qu'on pourra aborder, mais aujourd'hui, lorsqu'on a un appartement lambda qu'on met en location, l'imposition derrière est très importante. On paye à hauteur de sa tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. D'accord. Donc l'idée du LMNP est seulement de se constituer du patrimoine, mais exonéré. À côté de ça, on a le LMNP sans cibouvard, qui est le deuxième statut. Et pour le coup, le sans cibouvard revient à acheter un appartement sur lequel on va défiscaliser sur 9 ans 11% du montant investi. Quand le Pinel permet de défiscaliser 18%. Il y a un montant maximum pour faire du LMNP sans cibouvard? On est plafonné au même plafond que le Pinel. Donc aux alentours de 300 000 €, enfin 300 000 €, d'accord. Et alors comment est-ce qu'on arbitre? Je pense qu'on restera sur ces deux-là sur le temps qui nous est imparti, même si effectivement on peut aller investir dans l'ancien, on peut faire du Malraux, du de Normandie quand on rénove effectivement des parcs immobiliers. Du monument historique, du Malraux, qui sont des lois qui vont plus toucher des biens de grand standing ou de prestige. On est sur de la grande architecture et pour le coup, le monument historique est dans la niche de la déduction d'impôt, quand le Malraux va être sur de la réduction d'impôt. Si je reviens sur le Pinel et le LMNP sans cibouvard qui m'apparaissent, alors c'est personnel, mais comme ceux qui peuvent le correspondre à au plus de gens, comment est-ce qu'on fait pour déjà se dire est-ce que ça me correspond ou non d'aller sur ce type d'investissement immobilier défiscalisant et pour choisir ensuite le dispositif qui me correspond le mieux? Eh bien, voir un expert. Dans l'idée aujourd'hui, l'intérêt, c'est de rencontrer une personne pour évoquer ses objectifs, pour évoquer ses charges, pour évoquer ses projets d'avenir. Puisque généralement, quand on fait un projet de défiscalisation, qui est un projet de vie à travers l'immobilier, c'est pour aller financer demain les études des enfants, un projet de résidence principale sur du plus long terme. Quand on voit les prix de Paris, aujourd'hui, il est bien plus intéressant de financer de l'immobilier locatif en premier temps qu'une résidence principale. Donc, on va répondre à des objectifs. Et donc, l'idée, tout simplement, c'est d'aller voir un expert et de trouver la loi qui soit la plus intéressante. On peut répondre à quelqu'un, non mais alors, effectivement, vous avez besoin d'argent plus tard, tout le monde a besoin d'argent plus tard, mais là, globalement, n'y allez pas aujourd'hui, c'est pas fait pour votre patrimoine? D'investir dans l'immobilier? D'investir dans l'immobilier parce que en fait, vous n'avez pas forcément les moyens aujourd'hui ou autre? Aujourd'hui, un des gros points d'interrogation qui existent, tout le monde a envie d'investir dans l'immobilier. Je pense que ce soit à vous ou à moi, on m'a toujours dit investir dans la pierre, c'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, subsiste la question du financement qui est aujourd'hui, on dépend qui devient des banques, un sujet d'angoisse. Qui devient un sujet d'angoisse, mais qui le devient de plus en plus. Donc j'ai envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Donc aujourd'hui, il faut mettre le maximum de chances pour que ça puisse passer. Évidemment, avoir une épargne de précaution, puisque les banques sont amenées à demander un peu d'apport. D'ailleurs, je fais très rapidement le lien sur l'immobilier neuf. Aujourd'hui, les frais annexes, qui sont les frais de notaire, par exemple, sont souvent demandés en apport. Les frais de notaire sont réduits dans le neuf. 2,5% vs à peu près 8% dans l'ancien. Donc, toutes ces petites choses-là sont des choses qui sont à préparer en amont pour évidemment se lancer dans les meilleures conditions. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine.